Multiplication, plantation, décoration, en automne le jardin prospère et embellit. Bienvenue dans l'univers Rustica. Bonjour, ravi de vous retrouver toujours plus nombreux et fidèles à notre rendez-vous. Voici un nouveau numéro de Rustica Mag. L'automne est la période idéale pour multiplier les végétaux en procédant par division de plantes. Ainsi, un seul sujet dont on sectionne la souche en plusieurs éclats va permettre d'obtenir 2 nouveaux plants, voire 3 ou plus. Cela permet de propager à moindre coût et rapidement une plante pour créer de nouveaux massifs. La division de végétaux, c'est le thème du Rustica de cette semaine qui vous propose d'aborder toutes les techniques pour diviser les plantes. Des gestes pratiques, des pas à pas, des conseils, des astuces de pro vous permettront de diviser avec succès toutes vos plantes. Des plantes vivaces aux graminées, en passant par les bulbes, les petits fruits, les arbustes d'ornement et même les plantes aromatiques, de nombreuses espèces se multiplient de cette manière. Chaque sujet obtenu est ainsi autonome et adulte, il va donc fleurir et fructifier dès le printemps prochain. Alors sans plus attendre, retrouvons Hubert Fontaine qui va nous expliquer comment diviser une graminée. Il existe 2 méthodes pour multiplier les graminées. La première, le semis, comme si vous semiez du gazon, donc par graines, ou alors par division de touffes. C'est le cas du miscanthus. Le miscanthus qui aurait tendance à prendre de l'ampleur, on va faire une division et pour ça, on va couper la touffe avec une bêche. Alors, avant de commencer, on va faire une tranchée pour bien dégager le miscanthus avant la division. Ici, on s'aperçoit que notre miscanthus aurait tendance, un petit peu comme le chien-dent, à partir, à s'écarter sur le côté et il creuse à l'intérieur. D'où l'intérêt de la division de touffes. Maintenant, ma tranchée, je vais l'arrêter à moitié du cercle et puis avec ma bêche, je vais essayer de retirer de la terre par-dessous pour bien dégager notre touffe. Avec la bêche, maintenant, on va trancher les rhizomes. Alors, heureusement que ça a été dégagé par-dessous, c'est beaucoup plus facile pour diviser notre miscanthus. Surtout, conservez bien les cannes au moment de la division de touffe, car c'est beaucoup plus facile pour l'extirper de terre. Une fois qu'on a retiré une partie de notre miscanthus, on va remettre la terre dans le trou, mais pour ça, on va compléter avec un engrais organique. Ça va permettre de le stimuler, il sera beaucoup plus vigoureux par la suite. Et on remet la terre dans le trou. La réussite de notre plantation de miscanthus et des graminées en règle générale, c'est le travail de la terre et du trou. Il faut que la terre soit travaillée en profondeur et en largeur. Alors on va y ajouter, comme tout à l'heure, un engrais organique par-dessus. Donc toujours pour enrichir, un engrais organique spécial bambou, graminées ou pelouse, il faut qu'il soit riche en azote. On va compléter avec un petit peu de terreau au fond ou du compost, toujours pour enrichir notre terre. Et on va placer maintenant notre miscanthus, il va être planté exactement de la même façon qu'il était au moment où on l'a arraché, au moment où on l'a divisé. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre la terre tout autour. Ici, il s'agit du miscanthus sinensis avec des cannes qui montent à plus de 2,50 m d'auteur, ce qui va me permettre de me cacher de la vue d'un bâtiment. Parfait ces roseaux de Chine pour se protéger d'un vis-à-vis, créer une atmosphère exotique. Et ce que j'aime particulièrement bien, c'est le bruit du feuillage lorsque le vent souffle ou lorsqu'on y passe la main comme ceci. Citrouilles, potirons, pâtissons, potimarrons, les courges ont le vent en poupe. Ce légume d'automne rassemble de nombreuses variétés, toutes différentes par leur forme, leur couleur ou leur saveur. Notre séquence terroir va s'intéresser à l'une d'entre elles, la sucrine du Berry. Elle est reconnaissable à sa silhouette en forme de calebasse, mais c'est surtout sa chair, fine, très douce et légèrement sucrée, qui intéresse les jardiniers qui en font de la confiture, des flans ou des tartes. Une courge que l'on peut également consommer crue, en crudité, et qui nous est présentée par Xavier Mathias, maraîcher en Touraine. Elle aurait pu inspirer les inventeurs du culbuto. Pour Xavier Mathias, la sucrine du Berry est à réhabiliter. Il tenait à la montrer à la fête des plantes de Saint-Jean-de-Beauregard. Les courges alimentaires, c'est immense, c'est un univers plus qu'une gamme de plantes. Et on cultive en fin de compte plusieurs espèces. Alors on connaît tous les potirons, des Cucurbita maxima. Parmi ces cucurbita, il y a les Cucurbita moschata, qui sont ce qu'on appelle les courges musquées en fin de compte. Et souvent elles sont caractérisées par des chairs oranges, fermes, avec des saveurs très très prononcées. Alors une qui est vraiment typique de tout cet ensemble, c'est la sucrine du Berry.
Donc la sucrine du Berry, elle porte bien son nom, hein, on devine bien son origine. Elle a été beaucoup cultivée pour faire des confitures, cette variété-là. Elle a une cousine proche qu'on connaît tous, c'est la musquée de Provence, qui est beaucoup plus grosse, qui est dans des tonalités gustatives assez similaires, mais qui, elle, demande des conditions climatiques là, beaucoup plus difficiles à obtenir, nous, dans des régions moyennes. Je parle bassin parisien, Touraine, etc. Donc elle est vraiment intéressante pour ça, dans des climats qui ne sont pas forcément chauds. Elle permet d'obtenir de vrais rendements, de vraies récoltes et avec une vraie maturité et une saveur tout à fait prononcée. Donc en général, le plus simple, c'est de la semer pour ceux qui veulent le faire en godet, en petits pots, autour du 15 avril et l'installer un petit mois après, quand les gelées sont plus à craindre. Après, il n'y a pas d'autre entretien que de l'abiner, de la sarcler un petit peu. Jusqu'à à peu près le 21 juin, puisque c'est au moment du solstice d'été qu'elle va commencer réellement à pousser, à étendre ses très très longues pousses. Donc en général, ce qu'on dit pour les courges en général, c'est dernier binage à la Saint-Jean, et c'est vrai qu'en général, après, il n'y a plus d'intervention. Un truc par contre pour la récolte, il faut chercher à la récolter le plus tard possible, quand de vert, elle devient ocre. Et voilà, vous savez tout sur la sucrine du Berry. Il ne vous reste plus qu'à la goûter cet automne, la semer au printemps prochain et l'adopter comme sa cousine, la citrouille, que l'on retrouve actuellement sur les étals des maraîchers et dans les jardins. Dans les jardins, justement, il faut des allées pour circuler, mais ces éléments sont souvent un peu austères, lacérant de part en part la pelouse. Et pourtant, il suffirait de quelques arbustes et quelques rondins de bois pour métamorphoser une allée en un véritable ornement décoratif. Explication. Les allées sont des ouvrages d'art nécessaires. Elles permettent de relier la rue à la maison, mais aussi la maison reste du jardin. Mais souvent, elles sont un petit peu austères. Alors pourquoi ne pas les border de bordures de fleurs et les agrémenter de pergolas sur lesquels seront palissés des rosiers grimpants? C'est le meilleur moyen d'accueillir dignement vos invités et d'avoir une très très belle allée fleurie. Pour créer ce massif, vous allez commencer par réaliser une première arche. Pour cela, installez d'un côté de votre allée un poteau. Vous le dissimulerez avec un rosier grimpant. À l'extrémité de ce poteau, vous allez fixer une barre transversale qui vous permettra de relier le second poteau planté de l'autre côté de l'allée. Vous allez ensuite palisser les rameaux grimpants du rosier. Ici, Madame Loriole de Barny. Ce très beau rosier fleurit tout l'été. Et petite astuce, il est associé avec une clématite qui crée un très heureux mariage de couleurs. Vous allez passer à la réalisation de la seconde arche. Elle sera distante de 2,50 m à 3 m de la première. Pour la réaliser, c'est exactement le même principe. Vous y palisserez également des rosiers grimpants. Votre structure est réalisée. Passons maintenant à la plantation des massifs. Pour habiller le sol entre chaque arche, mais aussi pour constituer votre bordure fleurie, privilégiez donc les plantes vivaces. Ici, le népéta, dont le feuillage légèrement grisâtre est très aromatique. Il est rehaussé d'une floraison bleu lavande qui va s'épanouir durant tout l'été. Au sol, pour retenir la terre et empêcher que le parement aille dans la plate-bande, utilisez des rondins de bouleau. Cela évitera au gravier de se retrouver dans les plates-bandes et soulignera harmonieusement le tracé de vos allées. Vos bordures sont plantées, vos arches sont fleuries. Il vous suffit tout simplement de répartir le nombre d'arches sur la longueur de votre allée pour obtenir un passage délicieusement fleuri et parfumé. En périphérie du jardin, les haies sont utiles pour s'isoler du voisinage, mais pas seulement. Elles ont également leur place au cœur même du jardin pour séparer différents espaces. La charmille est l'un des arbustes les plus utilisés. Elle pousse dans pratiquement toutes les terres, s'accommode de tous les climats, même les plus rudes, et supporte une taille régulière. De nombreux atouts auxquels s'ajoute un attrait décoratif longue durée. En effet, une haie de charmille produit un écran de feuillage vert d'avril à septembre. Des feuilles qui ne tombent pas en automne car elles sont marcescentes. Alors Hubert, avant de parler de la plantation d'une charmille, expliquez-nous quel est l'avantage d'un feuillage marcescent. L'avantage d'un feuillage marcescent, c'est un arbuste à feuillage caduc qui va garder ses feuilles pendant l'hiver. Alors on a d'abord des tons dorés et puis un petit peu plus bruns. Les feuilles tomberont au moment où les nouvelles feuilles apparaissent. C'est-à-dire qu'on est toujours bien
protéger de la vue si on veut vraiment avoir une haie compacte. C'est le cas ici puisqu'on va avoir une petite allée et l'allée va être soulignée par cette haie de charmille. L'avantage aussi des charmilles, c'est que c'est une plante qui se taille très facilement, un arbuste qui se taille très facilement, à 50, 60, 80 cm, voire beaucoup plus haut. On peut même le mettre en forme. Mais avant de planter la charmille, je vais les faire tremper dans une petite solution de compost et de terreau, le fameux pralin, pour que les racines ne se dessèchent pas à la plantation. Je préfère creuser une tranchée pour planter ma charmille. Ça va permettre de travailler le sol et notamment le fond de la tranchée sur toute la longueur. Comptez 40 cm environ de profondeur et 2 fers de bêche de largeur. Et pour favoriser notre enracinement, on va apporter de la corne broyée à raison de 100 à 150 grammes au mètre carré. De la corne broyée qu'on va mélanger à notre terre. La distance entre 2 pieds de charmille, comptez un bon pas, c'est-à-dire entre 60 et 80 cm de distance. Et pour être un petit peu plus précis, on va utiliser notre bêche pour installer nos charmilles à la bonne distance. Alors c'est une plantation qui se fait en 2 temps. Je le rappelle, les racines ont été pralinées au préalable, il faut qu'elles soient bien humides. On les installe au fond du trou. On apporte un peu de terre fine juste pour les caler en bas. On tasse légèrement. Et voilà, notre haie maintenant peut être plantée. La bêche, on recommence, les racines de façon à ce qu'elles soient bien étalées au fond de la tranchée, un petit peu de terre, on tasse légèrement et ainsi jusqu'au bout de notre tranchée. Et pour terminer notre plantation, eh bien on peut utiliser un croc, une griffe, alors ça va permettre de bien affiner la terre, s'il reste quelques blocs, n'hésitez pas à la fracturer. Ça mélange aussi la corne broyée qu'on a déjà mise sur nos buts. On tasse toujours. On fait une petite cuvette. Et une fois que notre cuvette est terminée, on arrose. L'arrosage, incontournable opération à effectuer après chaque plantation, c'est la garantie d'une bonne reprise au printemps prochain. Alors la plantation de votre haie de charmille terminée, vous allez effectuer la première taille lorsque les pousses auront 40 à 50 cm de long, puis chaque année en avril et en août. Planter des haies, tel est le sujet du prochain numéro de Rustica qui dresse la liste des différents types de haies, fleuries, taillées, champêtres, vives, des haies qui sont utiles aux oiseaux mais qui vont aussi vous permettre de vous protéger des vis-à-vis ou du vent. Afin de faciliter votre choix, vous y trouverez de nombreux exemples avec leurs attraits décoratifs, leur utilité écologique, mais aussi des plans patrons qui vous permettront de les planter sans vous tromper. Bref, un seul mot d'ordre pour ce prochain numéro, plantons des haies. Mais en attendant, faites donc un tour au jardin, c'est l'automne et les travaux ne manquent pas. Et n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rusticama. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr.